Nous sommes esselés dans l'espace podcast, un des nombreux espaces durant cette journée ici à l'Aglo. Elle peut s'en empêcher par peur du jugement. Chef en cuisine, c'est un métier de cœur, c'est ce que vous vouliez faire ? Oui, c'est vraiment un métier que je voulais faire. C'était votre discipline, ça, les arts martiaux ? C'était ma discipline, oui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Territoire, le podcast de Valenciennes Métropole qui donne la parole à celles et ceux qui font de notre communauté d'agglomération une terre de rencontres, d'échanges et de partage. Je suis Émilie Clément, chargée de communication. Cet épisode est enregistré à l'occasion de la journée autour du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Nous allons découvrir le témoignage des personnes ici présentes. Alors, qu'y a-t-il aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a organisé autour du 8 mars ? Justement, je vois une personne. Est-ce que vous accepteriez, s'il vous plaît, de répondre à une de mes questions ? Je me déplace. On a une exposition ici, vous avez pu voir quelques panneaux. Alors, je vais vous demander peut-être, non pas de vous donner votre nom et votre prénom, mais de savoir ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Alors, je suis en contrat d'apprentissage, donc en études en Master 2 Administration publique. Et donc, le contrat d'apprentissage se passe pour la ville de Saint-Saulve, où je suis chargée de démarche qualité, d'égalité femmes-hommes et pour les seniors. Vous avez participé, il me semble, à Balance ton pitch, c'est ça ? Qu'est-ce que vous y avez découvert ? En fait, j'ai découvert qu'il y avait un accompagnement vraiment pour les personnes qui voulaient être auto-entrepreneurs, et notamment pour les femmes, et que ça leur a permis d'avoir plus confiance en elles. Alors on continue notre découverte des espaces. Dans la salle, plusieurs stands, celui de la fresque du sexisme, celui de l'impression sur textile, la découverte de l'activité de la maison du vélo, métier de réparatrice. On a ici, on vient d'en parler, Balance ton pitch avec le témoignage de deux femmes. Je suis chef d'entreprise depuis plus ou moins 2 ans. Je travaille à mon compte en tant que travailleuse indépendante, donc c'est un petit peu différent du statut d'auto-entrepreneur. Et vous, du coup, tout à l'heure, je vous entendais dire que ça n'avait pas forcément été facile de passer le cap. Qu'est-ce que vous avez créé comme entreprise ? Je suis fondatrice et chef du restaurant La Marmite d'Annick. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'étais aide-soignante de profession et puis j'ai décidé de changer d'être chef. Qu'est-ce qui vous a décidé à changer ? Je me privais d'être chef, d'accepter d'être chef cuisinière, chef entrepreneuse. L'association Germinal, pour toutes les deux, qu'est-ce que ça représente ? Comment vous l'avez connue ? Pour moi, c'est déjà ça représente une main tendue, je pense, véritablement. Personnellement, je l'ai connue par le biais de la mission locale de Valenciennes. J'ai été accompagnée par la mission locale dans le cadre du CEJ, donc qui accompagne les jeunes et qui leur donne des allocations en cas de besoin. On peut vous demander toutes les deux votre âge ? Oui, alors moi j'ai 23 ans dans quelques jours. Et vous, madame ? 53 ans. 53 ans et vous avez osé. Alors nous sommes esselés dans l'espace podcast, un des nombreux espaces durant cette journée ici à l'Aglo, avec Isabelle. Isabelle qui est élue d'une commune, n'est-ce pas Isabelle ? Oui, c'est bien ça. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer les problématiques rencontrées lorsqu'on est élu d'une commune sur la construction de l'espace public ? Et je pense notamment à la marche exploratrice que vous avez faite dans votre commune en groupe mixte. Alors c'est vrai qu'il est important en tant qu'élu de favoriser l'espace public à la fois aux hommes et aux femmes. Et pour ce faire, on a mis en place quelques marches exploratrices ou exploratoires, comme on veut les appeler. Ces marches consistent à déterminer un trajet au préalable. Et on part le soir vers 19h à la tombée de la nuit. Vous étiez combien ? Souvent, ces marches exploratoires rassemblent une vingtaine de personnes. Hommes comme femmes Oui, hommes, femmes. Parfois même, les familles viennent avec leurs enfants, si c'est possible. C'est pas uniquement réservé aux femmes. Ça leur est adressé, mais ce n'est pas réservé aux femmes. Et ça nous permet de découvrir à travers ce parcours les endroits qui pourraient laisser penser qu'il peut y avoir quelques notions d'insécurité, notamment dans des endroits qui sont un peu plus sombres.
Oui. Et là, du coup, on pourrait imaginer que les femmes, le soir, ne privilégient pas, en tout cas, ce chemin, parce que il fait plus sombre et la peur et l'insécurité pourraient être présentes dans la tête des personnes, quoi. Ok, très bien. Vous pensez à d'autres choses quand on est élu, justement, et sur cette thématique particulière de l'égalité? Oui, bien sûr que la thématique égalité m'interpelle plus que si c'était un élu homme. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est la raison pour laquelle très vite nous avons signé la charte européenne avec un plan d'action qui s'est mis en place dans la sphère publique. Je pense que ça aide à libérer encore plus la parole. D'accord. Je pense qu'effectivement, le fait d'avoir signé cette charte, d'avoir mis en place des plans d'égalité, renforce en tout cas ma volonté de faire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, je suis actuellement coordinateur pédagogique. Depuis peu, puisqu'on a changé d'appellation avec l'année 2024. Donc, je suis un animateur qui coordonne des activités auprès de groupes, auprès de structures, pour tenter d'apporter des outils d'animation, d'éducation destinés à aider chacun à être un peu plus soi-même chaque jour. Pour une association ? Pour une association de centres sociaux qui rayonne sur l'ensemble de l'arrondissement de Valenciennes. Dans les différents quartiers où on va, il y a toute l'histoire du Valenciennois qu'on connaît bien quand on réside ici, mais qui est aussi une histoire de richesse, il ne faut pas l'oublier. Et ces personnes que nous rencontrons, qui parfois ont des difficultés matérielles, familiales, complexes, éducatives, elles sont aussi porteuses d'une belle richesse. Et les ateliers qu'on met en place, l'objectif principal, c'est de réveiller cette richesse-là, mettre le doigt dessus pour que les personnes puissent s'en servir comme d'un tremplin et se projeter vers un futur meilleur. Alors, on est sur la journée égalité et je vais vous poser une question sur la masculinité, l'image de l'homme dans notre société. Quels sont les stéréotypes de genre auxquels les hommes sont confrontés et comment peuvent-ils contribuer à avoir une vision plus égalitaire de la masculinité ? Vous qui rencontrez beaucoup de personnes. Dans mon travail, effectivement, accompagnateur social, éducateur, on est quand même beaucoup entouré de femmes. On est quand même dans un métier qui reste majoritairement féminin. Je crois qu'on a à peu près pas loin de 70% de personnel féminin pour tout ce qui est fonction de l'animation au sein de notre association. Donc c'est quand même ultra majoritaire. Donc effectivement, on a des fois des stéréotypes. Ça m'arrive encore de rentrer dans une halte garderie ou dans un espace petite enfance et puis les enfants ils ont pleuré parce que c'était un garçon. Et je pense pas qu'ils ont pleuré parce que j'étais un homme. Je pense qu'ils ont pleuré parce qu'ils me connaissent pas. Et c'est vrai, quand on arrive dans un endroit où il y a des tout petits, on peut faire fondre en arbre parce que on est inquiétant. On n'est pas un visage de référence connu des enfants. Donc voilà, il me semble qu'au niveau des émotions, il y a encore des stéréotypes qu'on la vie dure. Quand je discute dans le cadre d'ateliers, de groupes de parentalité, effectivement, comment les parents, les papas, les mamans élèvent leurs petits garçons et leurs petites filles. Il semblerait qu'il y ait, alors c'est pas une généralité absolue. Il y a évidemment plein de familles qui entreprennent, et je crois majoritairement les familles réfléchissent à tout ça, mais il y a encore beaucoup de familles qui disent oui mais ça c'est mon garçon, oui mais c'est ma fille, c'est pas pareil. Alors voilà, on parle des métiers du care, comment la fille elle est souvent orientée vers des métiers on accompagne les familles, on accompagne l'autre, mais c'est vrai que c'est quelque chose, il me semble que culturellement on apprend beaucoup plus à la petite fille à prendre soin à l'autre, à être attentionné, à être doux, à être patient. Et encore maintenant, moi je revendique en tant qu'homme, ma masculinité, elle passe par le fait que j'ai le droit d'exprimer pleinement ma sensibilité. Je suis papa, je suis animateur, je vis régulièrement des situations qui me font dresser le poil sur la peau, sur le derme, parce que je suis ému, parce que je suis touché. Je peux avoir les yeux qui se mouillent parce que j'ai écouté une musique, une chanson, j'ai vu un film, un reportage qui m'a touché au plus haut point. Et j'ai l'impression que je n'écorne pas ma masculinité en laissant échapper une petite larme au coin de l'œil, quoi. Donc pour moi, c'est très très important. La masculinité, c'est d'abord une humanité. C'est une humanité pleine. C'est pas une humanité atrophiée par une éducation qui m'aurait dit t'es un homme, arrête de barrer tout dit, comme on dit d'un schnorr. Mais non, c'est simplement être capable d'exprimer ses émotions et de les assumer. Vous pensez que c'est l'éducation qui joue beaucoup avec des hommes justement qui veulent plus ressembler à Rambo qu'à eux-mêmes? C'est une confiance en soi, c'est vêtir
ou revêtir et mettre la cape d'un personnage pour éviter d'être soi-même. Je ne sais pas si vous le percevez comme ça. Moi, je pense que les muscles, c'est une forme d'armure. Oui. Les chevaliers du Moyen-Âge, on nous dit qu'ils avaient des armures qui faisaient des fois 30, 40, 50 kilos. Il ne fallait pas qu'ils tombent du cheval, sinon ils étaient morts. Ils ne pouvaient plus se relever par eux-mêmes. Il fallait des assistants pour les aider à se relever. Je pense qu'on a troqué cette armure médiévale contre une autre armure. Je pense que la masculinité, ça devrait être une belle écoute. C'est quelque chose qui me touche parce que quelquefois, dans le travail que je mène, alors je vais être un petit peu une exception à la règle parce que j'ai une grande langue, mais quelquefois, quand on a des ateliers parents-enfants, parentalité, on a souvent plus de dames, de mamans qui viennent. Mais de temps en temps, on a des messieurs. Ouais. Et c'est vrai que des fois, les messieurs sont un peu plus en retrait. D'accord. Peut-être parce qu'ils sont moins nombreux. Ils osent moins ? Ça dépend, il y en a qui osent, mais j'ai tendance à voir des messieurs, alors il y a toujours des exceptions, mais qui sont peut-être plus dans un temps, j'observe. Et on continue notre tour. Alors là, un espace jeu et on va passer à la fresque. On y va. Fresque du sexisme. Alors là, en quoi ça consiste ? On a des images sur la table, des post-it. Allez, quelques prises de son. Une femme qui a envie de faire le choix d'être mère au foyer, par exemple. Là, c'est la surprise. Et oui, on vous n'avait pas prévenu. Allez-y, faites comme si je n'étais pas là. Elle peut s'en empêcher par peur du jugement. Alors sur la table, des images avec le conformisme social, par exemple, donc différentes thématiques, le rôle domestique, la répartition des rôles. Social et la non-mixité des métiers. Du coup. Là, vous travaillez sur... Là, du coup, on avait des cartes sur des thèmes justement liés au sexisme. Il fallait donner des exemples, soit personnels, soit qu'on avait en tête, en lien avec chaque image. Ouais. Alors, je suis maintenant avec une chargée commerciale et une chargée de communication. Elle porte la double fonction et elle travaille dans une société d'ingénierie, un bureau d'études qui est spécialisé dans le bâtiment. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous faire intervenir sur la mixité des métiers parce que le bâtiment, on a une image plutôt... masculine. Oui. Voilà. Vous travaillez essentiellement avec des hommes ingénieurs, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de recrutement, du dernier recrutement ? Comment ça s'est passé ? Il y avait une femme. Oui. Pour combien d'hommes ? On va dire 4 hommes. 4 hommes, d'accord. Voilà. Par contre, voilà, une femme pour 4 hommes, c'est quand même assez peu. Maintenant, voilà, c'est vraiment la problématique qu'on va avoir dans ce domaine-là, c'est qu'en fait, le domaine de l'ingénierie, surtout dans le domaine du bâtiment, bien souvent, les femmes sont très peu, se positionnent très peu. C'est au niveau universitaire déjà, on le voit déjà. Donc, peut-être parce qu'on leur donne pas déjà l'éducation pour qu'elles se dirigent dans cette voie. Elle n'ose peut-être pas. Elle n'ose peut-être pas. On avait fait un précédent podcast sur une professeure des universités dans le domaine de la mécanique des fluides et elle disait que quand elle discutait elle-même avec des jeunes femmes en leur disant que c'était ouvert, il fallait qu'elles viennent. Elle n'osait pas et elle se faisait une image de ces métiers assez statiques et puis avec beaucoup d'hommes. Donc c'est-à-dire que nous en fait on a un métier où forcément il y a une présence au bureau parce qu'on élabore il y a une partie plan. Bon après ça c'est la partie du dessinateur projeteur. Il y a une partie on élabore des cahiers des charges.
etc. On fait des préconisations. Il y a une partie également où il y aura un suivi de chantier. Donc forcément, vous allez être amené à aller sur chantier et peut-être vous allez être amené à également coordonner des travaux. Donc être avec des entreprises et alors forcément quand on est une femme, il faut avoir on se dit qu'on doit avoir une poigne. On se dit ça. On se dit ça. Voilà. Et, on ne se trouve peut-être pas légitime à cette place-là, c'est ça ? C'est ça, peut-être, voilà aussi. Donc, on doit avoir peut-être on se dit qu'on doit avoir ce tempérament aussi pour. D'accord. Donc, certaines femmes se mettent peut-être des freins et voilà, tout simplement. Donc, vous avez pu discuter avec certaines candidates après ou échanger ? J'ai pu discuter. Après, le choix de la candidate ne s'était pas apporté vers nous parce que en fait, elle choisissait une plus grosse structure. D'accord. Donc c'était pas j'avais échangé parce que nous on est vraiment une structure où il y a certes beaucoup d'hommes mais c'est pas une volonté de notre directeur. Il essaye vraiment d'être porté, d'avoir une mixité. D'avoir une mixité, parce qu'il est il est partenaire et sponsor de justement de plusieurs associations sportives féminines. On ouvre justement à ça, mais c'est pas simple. Et pourtant, il y en a ici, par exemple, à Valenciennes Métropole, sur le bâtiment. On a une équipe de dirigeantes, d'équipes féminines, vraiment. Et c'est vrai qu'à travers les podcasts que l'on peut faire, on voit sur la société Technigaz, c'est une dirigeante d'entreprise. Donc il y a des femmes qui d'ailleurs peut-être parce que on les a éduquées comme ça, peut-être parce qu'elles ont vu qu'elles n'ont pas eu peur. C'est ça. Voilà, le genre ne fait pas la fonction en fait. Je pense qu'il faut vraiment casser tout ce qui est croyances limitantes à ce niveau-là. Mais je pense que l'éducation aide énormément. Facilite. C'est vraiment. Là, du coup, vous me disiez, vous êtes la seule dans une équipe de combien d'hommes ? On est 17 actuellement. On commence à équilibrer tout ça. Parfois, il n'y a même pas de prise de conscience. Quand on rencontre pas la problématique, évidemment, on a du mal à se mettre à la place de l'autre. C'est normal. Après, il faut savoir discuter. Mais il faut savoir écouter et discuter après, échanger en fait. C'est ça qui est important. Mais l'écoute est importante aussi. Oui, c'est ça. Se mettre à niveau, écouter et échanger et donner son point de vue. Et voilà. C'est bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Non, mais c'est parfait. Voilà. Bel échange. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On continue notre tour. Alors là, un espace jeu avec l'association Le Petit Poussé. Il y a des études qui ont été faites qui mesurent un petit peu, je crois que c'est sur 12 000 enfants en France, où on interroge, on regarde les résultats scolaires d'enfants à différents niveaux de la scolarité. En moyenne et grande section, il y a une grande majorité de filles qui sont plus fortes en mathématiques que les garçons du même niveau scolaire. Et le point d'inflexion, c'est quand on passe en CP. Et d'autres études ont prouvé que les stéréotypes s'accrochaient de manière forte aux individus, justement à cet âge-là. 5-6 ans, c'est l'âge où les stéréotypes rentrent dans l'entendement des uns et des autres. Donc vraiment, il y a un point d'inflexion. En maternelle, les filles sont majoritairement meilleures que les garçons en expression langagière, ça, on le savait déjà, mais en mathématiques aussi. Et c'est à partir du CP, donc c'est une construction. Cette idée que les filles seraient moins bonnes en mathématiques, c'est vraiment une construction complètement culturelle. Alors ça, c'était Emmanuel. Emmanuel qui consulte ses petites fiches et qui va nous reposer une petite question. Alors, il y a de moins en moins de femmes tuées par leurs partenaires en France depuis quelques années. Alors là, chacun et chacune a son étiquette, ça cogite, ça réfléchit et ça va voter. Voilà, la petite boîte qui passe. Chacun prend son carton. C'est anonyme. Il y a des sujets un peu plus tabous que d'autres. À voter, merci, à voter, merci, à voter, merci, à voter, merci. Voulez-vous voter ? Alors oui, non ou ne sais pas. Donc on oscille malheureusement autour d'un grand 100.
Hein. Donc, on dit une dizaine tous les mois. On était à 122 en 2021. On était à 102 en 2020. On va pas dire que c'est pas beaucoup. On va dire que c'est beaucoup trop, mais c'était moins. Mais en 2019, on était à 146. Donc voilà. Si on va de 2016 à 2021, 123, 130, 118, 146, 102, 122. Bon, à croire que ça joue au yo-yo. C'est un drôle de jeu. Mais voilà, il n'y a pas d'amélioration notable depuis plusieurs années, malgré toutes les campagnes. Alors on se retrouve sur la thématique sport. Vous venez de terminer un atelier self-défense. Est-ce que vous pouvez nous donner votre métier, votre fonction, ce que vous faites dans la vie ? Donc je suis éducatrice sportive au Dojo Club de Vieux-Condé. Très bien. Alors, je vais vous demander ce que vous en pensez. Malgré les progrès, les femmes restent souvent sous-représentées dans le domaine sportif. C'est ce que vous ressentez, ouais. C'est ce qu'on ressent. Après, ça dépend des activités, des disciplines. Il y a des activités qui sont plus réservées aux femmes, mais on commence à avoir de plus en plus de femmes dans les sports, je veux dire, plus masculins à la base. Alors, vous êtes éducatrice sportive et vous êtes aussi... Donc, vous travaillez au dojo ? Au dojo, donc prof de karaté, de full contact et de fitness. Et ça, donc, j'ai vraiment les deux publics en fait. C'est ça. Le fitness, c'est plus féminin, et arts martiaux, on a du mal à avoir les filles. Ça devient de plus en plus, c'est encore un peu. Toujours. C'est mieux que quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Il y a quand même beaucoup plus de monde. Depuis 20 ans ? Depuis 20 ans, ça a bien évolué quand même. C'était votre discipline, ça, les arts martiaux ? C'était ma discipline, oui. Karaté. J'ai commencé par le karaté en fait. Qu'est-ce qui vous a justement donné envie ? La discipline même, le kimono, le respect, la gestuelle. Comment vous avez découvert ça ? C'est des amis, la famille ? Non, les films à la télé. Les films à la télé. Les films à la télé. Ouais. Et pourtant, alors, vous n'avez pas un physique grande, costaud, vous êtes peut-être plus petite et fluette. Oui, c'est ça. Et pourtant, vous avez eu envie d'aller vers ces sports. Vers ces sports-là, ouais. Ah ouais. Alors, comment encourager la participation des femmes dans le sport et lutter contre les discriminations, selon vous ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous, ça vous est arrivé justement de rassurer une femme et de dire mais si c'est pour toi, pourquoi ça le serait pas ? Oui, moi je le fais régulièrement dans mes cours de fitness. D'ailleurs j'ai mis en place des cours de cardio boxing. Oui. Donc avec des sacs de frappe, avec un entraînement de boxe en fait. D'accord, donc vous déviez, c'est vrai que c'est... Ouais. Et après le fait que ce soit une femme qui fasse le cours, ça aide. Ça apporte des femmes. Ouais. L'image, c'est ça ? L'image, On vous pose des questions justement ? Oui, on nous demande, et du coup, pourquoi vous faites ce sport-là ? Est-ce que je suis une femme ? Est-ce que je peux venir ? Oui. Puis en fait, après, elle me voit travailler même avec des hommes, et ils se rendent compte que finalement, c'est pas le sexe qui fait la différence. Non. C'est le travail, c'est la discipline, c'est l'entraînement. Et puis, qu'on soit femme, qu'on soit homme, c'est pareil, quoi. Ouais. Alors, justement, sur votre carrière, comment ça a évolué ? Ces dernières années ? Je pense qu'il y a eu quand même... Il y a eu pas mal d'évolutions, ne serait-ce que même au niveau des postes occupés au sein des ligues, des départements. Ouais. De plus en plus, on part sur la parité. On parle de parité homme-femme dans les comités directeurs, dans tout ce qui est... instances, on va dire. Les instances, la direction. Donc de plus en plus, on demande à ce que des femmes participent. Moi-même, je fais partie du comité directeur du département du Nord de karaté, parce qu'il fallait des femmes. Parce qu'il fallait des femmes, on a créé une commission féminine aussi au sein du département du Nord et de la Ligue. Donc c'est la Ligue qui nous a sollicité. Ouais. Donc on a créé une commission féminine qui fait des actions, comme là aujourd'hui Self-Défense. On a travaillé pour Octobre Rose. Donc on met en place des animations pour la femme justement. Et qu'est-ce qui change justement grâce à ça? Parce que c'est une obligation quelque part. Enfin voilà, c'est. Ouais, mais le fait que du coup, les femmes attirent les femmes en fait. Ouais. C'est tout bête, mais. On ose plus. On ose plus. Je pense que les femmes osent plus. Moi, des fois, me regardent, veulent s'inscrire, me disent oui, mais bon, c'est pas. Je dis regardez le cours et vous verrez après. Et puis finalement, des fois, il y a même plus de femmes à mes cours de full contact que d'hommes. C'est de l'appréhension. Ouais, c'est ça. C'est que les gens ne connaissent pas en fait. Ils sont restés encore dans des anciennes idées. Ils sont encore dans des stéréotypes. Vous, qu'est-ce que vous mettriez en place ? Qu'est-ce que vous mettez en place peut-être maintenant pour aider justement à... Ça passe par quoi ? Toutes ces petites actions en fait. La journée de la femme, c'est
c'est dommage parce que c'est la journée de la femme et c'est la journée des droits des femmes. Oui. C'est pas la journée de la femme principalement parce que la femme, elle a pas de journée spéciale. C'est des droits. Voilà, c'est pour les droits des femmes. Mais du coup, le fait d'organiser des choses justement pour les femmes, pour un public féminin, ça montre que les filles peuvent participer à plein de choses, même si c'est pas leur discipline de prédilection, je dirais pas. Le full contact, la danse, on va voir plus de femmes qui vont à la danse qu'au full contact. Mais finalement, si on fait un stage full contact pour femmes, ça les interpelle et du coup elles viennent. C'est ça. Et elles se retrouvent entre femmes et finalement tout va bien. On se rend compte que ça se passe super bien. Mais il y a une mixité aussi dans vos cours. Oui, il y a une mixité. Et juste au coup, je me dis, j'ai pas pratiqué moi ce genre de sport et quand c'est des sports de combat. Un homme peut lutter contre une femme ou une femme peut lutter contre un homme? Oui, bien sûr. C'est pas une question de force? C'est pas une question de force, c'est une question de technique, de rapidité, de réflexe. Moi, j'ai moi-même des partenaires assez costauds. Après, j'avoue qu'il y a des gens qui osent pas se mettre avec moi. Après, voilà, il y a l'expérience qui fait. Par peur? Pourquoi? Par peur, non, mais parce que justement, je travaille assez costaud, assez dur. Ouais. Dans ma tête, un coup de pied, ça doit être un coup de pied. Donc, oui, d'accord. On me donne, je rends et je sais recevoir. Donc, il y a un échange qui se fait. Après, voilà, on s'adapte à la personne qui est en face, mais c'est pas aussi bien homme que femme. On a des femmes qui frappent plus fort au sac que des hommes, quoi. Il y en a des hommes qui n'ont jamais frappé dans un sac, qui viennent sur nos cours et ils apprennent. Alors qu'il y a des femmes qui viennent depuis des années, qui vont déchirer le sac, ils vont frapper dedans et on les entend frapper. C'est des belles techniques. Encore une fois, voilà, tout à l'heure, on parlait de croyances limitantes et c'est ça. C'est ça, en fait. Peur. On n'ose pas. C'est ce que je disais sur la self-défense, c'est la même chose. C'est ce qu'on retrouve, c'est qu'on ne se croit pas capable de faire des choses, en fait. À partir du moment où on a confiance en soi et qu'on se rend compte qu'on est capable de faire des choses, on arrive à faire plein de choses. Et on arrive à aller dans discipline, à occuper des postes qu'avant on aurait dit non, ça c'est pour les hommes. Ça n'est pas possible. Voilà. Maintenant on sait que c'est possible, en fait, c'est faisable. Parfait. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci.